On va relancer ici même en Suisse Papa Atigouba, qui d'ailleurs, je le disais, c'est un acteur politique et en même temps grand panafricain. Il est guinéen. Et Papa Atigouba, politiquement, vous l'avez dit, l'Afrique de l'Ouest ne se porte pas totalement bien, hein, vous l'avez dit. Et là, plusieurs pays d'Afrique francophones se partagent un même dessein commun sur le plan électoral. Des coups d'État constitutionnels au fraude électorale, les peuples africains ont perdu toute voix dans le choix de leurs dirigeants, le cas du Togo, de la Côte d'Ivoire, de la Guinée-Conakry, du Niger, et même le Ghana, qui n'est pas un pays francophone, connaît actuellement une crise post-électorale. Papa Tigouba, comment régler ce problème majeur selon vous? Oui, comme vous le savez, le problème de la gouvernance ou de développement, et surtout le développement, repose sur le respect du principe de la bonne gouvernance. Mais aujourd'hui, il est de fait qu'une tendance croissante à contourner les limites de mandat en Afrique a des conséquences profondes sur la bonne gouvernance, mais aussi sur la sécurité et le développement de notre continent. Et les pays sont nombreux. Je vous citerai l'Algérie, le Burundi, les Comores, la Côte d'Ivoire, la Guinée, l'Ouganda, le RDC, le Congo-Brazzaville, le Rwanda, le Soudan du Sud, le Tchad, le Togo, etc., pour ne citer que ceux-là, pour illustrer le danger de la volonté de se maintenir vaille que vaille au pouvoir qui gangrène la démocratie, l'état de droit et le développement économique et social de l'Afrique. Cela dit, il convient de rappeler que cependant, et que malgré ces revers catastrophiques, l'espoir est permis, et dans la mesure où n'est pas à sens unique. En effet, il faut se rappeler aussi que plusieurs autres pays africains ont respecté les limites de mandat depuis 2015 et d'autres parmi eux ont renforcé même le principe du respect de limites de mandat. Et c'est le cas notamment du Bénin et du Ghana, le Libéria, la Mauritanie, le Sénégal ou encore les Seychelles, qui font partie d'un groupe de 21 pays d'Afrique sur les 54 qui constituent et qui continuent plutôt à respecter les limites de mandat présidentiel. Il faut noter aussi, parce que c'est très rare, que des pays comme le Burkina Faso ou encore la République centrafricaine ont tenu des référendums constitutionnels afin d'adopter le principe de limitation de mandat. Et de nos jours, rappelons qu'il ressort d'importantes différences régionales qui existent en matière de respect de limitation de mandat. Donc, vous voyez que tout le processus de développement africain est axé sur le principe de la gouvernance. Et donc, de l'est à l'ouest et du sud au nord, si on regarde bien, les pays, par exemple, de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique australe adhèrent facilement aux principes et aux normes de limitation de mandat présidentiel. Mais une grande partie des pays de l'Afrique centrale, de l'Afrique du Nord et de la Corne d'Afrique demeurent à cet égard réticents à ces normes. Donc les Africains, ils sont perdus. Pourquoi? Parce que autrefois, il y avait les partis uniques. Et les partis uniques ont produit ce que nous avons connu depuis les indépendances jusqu'aux années 90. Et ces partis uniques, accompagnés par des régimes militaires, ont empêché l'émergence économique, politique et sociale du continent africain. Et on a porté l'espoir sur l'ouverture du continent africain à la démocratie et au multipartisme intégral dans les années 90, mais vous avez vu que ce sont des anciens opposants et souvent des civils et qui ont fait de très grandes écoles, comme un des intervenants vient de le rappeler par rapport au cas de Alpha Condé par exemple, qui a été à la tête de la FEANF, qui a milité pour les indépendances africaines, qui se révèle aujourd'hui être pire que les régimes militaires et les régimes à parti unique que l'Afrique s'est battue pendant 3 décennies pour éradiquer
afin de pouvoir se tourner vers son développement économique et social apaisé. Et c'est assez regrettable que nous en arrivons là. Et c'est pourquoi je dirais que tous les peuples africains sont aujourd'hui déjantés par ce qui se passe sur le continent. Mais cela, il y a aussi des espoirs, comme je viens de les citer. D'autres pays montrent l'exemple. Et les peuples africains, l'avantage de l'Afrique, c'est que les peuples africains entrent petit à petit dans ce processus qu'on appelle se doter d'une culture politique africaine. Mais justement, Papa Tigouba, je ne vous coupe pas, mais comment y arriver? Mais vous avez fait un constat très amer, hein? Et là, c'est la question, avant de prendre congé de vous, hein, en direct depuis Genève, ici même en Suisse, c'est comment les peuples africains doivent relancer le combat de libération en 2020. Et là, quand on prend l'exemple de la Guinée-Conakry, par exemple, on a vu la mobilisation du FNDC, la société civile qui a mobilisé des millions de Guinéens dans les rues, mais Alpha Condé n'a pas bougé. Alors, sans langue de bois, on le dit tout le temps, nous devons réorganiser la lutte. Comment y arriver en 2021 selon vous, Papa Tigouba? C'est la lutte qui doit continuer. Les peuples africains, on a vu par exemple, comme vous venez de le dire, la Guinée a mobilisé 10 fois plus de monde pour se battre et empêcher le processus de troisième mandat entamé par Alpha Condé. Et si vous le comparez au Mali, par exemple, qui a été cité par un de mes collègues tout à l'heure. Mais les Maliens ou les présidents sont des patriotes, parce qu'il y a aussi ça qui joue. Tu peux avoir un président dictateur, mais à un moment donné, s'il se rend compte qu'il est en train de mettre la vie de toute une nation en danger, et puis il revient sur ses positions et il trouve la manière de négocier, soit avec l'armée ou la société civile, ou encore les partis de l'opposition, pour organiser le transfert pacifique du pouvoir. Et le Mali a eu la chance d'avoir Ibeka, même si on lui reproche de tous les maux d'Israël, excusez-moi du terme, mais à un moment donné, quand il a compris que la situation était vraiment catastrophique et qu'il avait tendance à pousser son pays vers des situations regrettables pour l'avenir, et il s'est ressaisi et il a organisé lui-même la transition du pouvoir avec l'armée. Il a passé le pouvoir. Et depuis ça, nous estimons, les Maliens se sont calmés et ils ont montré un exemple. Et nous estimons que cette attitude de ce président malien fera école auprès de ses collègues. Mais parallèlement à ça, tous les peuples qui ont aujourd'hui la démocratie, que ce soit en Afrique ou ailleurs dans le monde, ce sont des peuples qui ont continué le combat. Souvenez-vous que Hitler aussi, même Hitler, en 1933, il était élu. Mais finalement, il a tout muselé, les institutions, la Constitution, il a adopté l'attitude que le monde entier avait fini par le regretter. Donc nous devons continuer la lutte, on n'a pas le choix. Maintenant, est-ce que nous allons déterminer les formes de lutte qui vont remplacer les luttes pacifiques que nous avons prescrites dans nos constitutions respectives? C'est ça la question qui se pose aujourd'hui, parce qu'à un moment donné, si les dirigeants persistent, moi je ne serais pas étonné de voir de temps en temps qu'une partie du peuple ou le peuple prennent des armes pour se défendre et défendre la démocratie et les institutions républicaines. Merci beaucoup, Papa Tigouba. Je rappelle que vous êtes président de l'UDPG, Union pour la démocratie et le progrès de la Guinée-Conakry. Merci de nous avoir accompagnés en ligne depuis Genève, ici même en Suisse. Et bonsoir et bonne année à toi. Merci à vous tous. Bonne heureuse année à vous et à l'ensemble de vos auditeurs. Kanal K. Radio à vous l'été. L'esprit patriotique. Et le débat panafricain continue sur la toute première émission aujourd'hui sur Radio Canal 4, sur Radio à vous l'été. Docteur Jean-Aimé Mouketou, vous avez suivi tout à l'heure Papa Tigouba qui nous a
quand même montré une piste de solution de comment les peuples africains doivent relancer cette lutte. Mais avant cela, justement, vous le savez que plusieurs pays africains francophones se partagent le même destin commun sur le plan électoral. Des coups d'État constitutionnels au fruit électoral, les peuples ont perdu toute voix dans le choix de leurs dirigeants. On prend le cas du Gabon, votre pays, du Togo, de la Côte d'Ivoire, de la Guinée-Conakry, du Niger. Et là, on peut se poser la question, comment régler ce problème majeur selon vous, Dr Jean-Aimé Moketou? Écoutez, Sylvain Amos, je pense que votre interlocuteur, votre invité, a essayé de, disons, il a présenté de manière pertinente tout ce qui se passe en Afrique. Mais nous avons oublié un élément ici, ce sont les institutions internationales, les instances internationales, les grandes puissances démocratiques. Vous avez les États-Unis, la France, etc., le Canada, etc. Vous voyez par exemple ce qui se passe en République centrafricaine. Il y a eu des élections, semble-t-il, une élection présidentielle qui a été organisée, s'il vous plaît, dans quelles conditions? Appuyée par l'ONU. Appuyée par l'ONU. Dans les conditions où nous avons 80%, entre 80 et 90% du territoire national qui est sous contrôle, si vous voulez, donc des groupes armés, des bandits, vous voyez, qui pillent, qui exploitent les richesses du pays. Et l'élection a été organisée dans ces conditions. Et cette organisation a été imposée, encouragée par les instances internationales. Vous prenez le cas de la Guinée. J'ai entendu parler de la mobilisation. Oui, il y a eu une grande mobilisation pour empêcher, si vous voulez, donc la modification constitutionnelle. Ensuite, il y a eu une campagne électorale. Vous avez vu, par exemple, le président Cellou Diallo, la mobilisation qu'il a organisée dans les 4 coins de la Guinée-Conakry. Vous voyez, et à la fin, nous assistons à quoi? C'est à peu près le même scénario dans tous les pays francophones, c'est-à-dire que on organise l'élection, ensuite on applique, on utilise la violence contre les populations civiles aux mains nues. Et pareil, c'est la même chose. J'ai entendu parler du Bénin, mais le Bénin est en train de reculer, alors que le Bénin était considéré comme un modèle, vous voyez, de la démocratie. Ne parlons pas du Togo. Donc, tous les pays francophones sont dans une situation chaotique. Et ce qui est étonnant, ce qui est gênant pour nous, par exemple, qui vivons à l'extérieur, nous qui avons, certains d'entre nous qui avons les doubles nationalités, nous qui vivons donc dans les États démocratiques, vous voyez par exemple les scénarios que nous sommes en train de condamner d'organisation des élections en Afrique, mais ces scénarios sont validés en Occident, sont validés par les instances internationales comme l'ONU. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les peuples africains, surtout les peuples de l'Afrique subsaharienne, francophone, en fait, sont abandonnés, si vous voulez, donc par ces puissances occidentales, et puis sans compter les réseaux mafieux qui vont encourager tout cela. Donc moi, Monsieur Sylvain Amos, je pense que en 2021, ce que nous devons faire, ce que les peuples africains de l'Afrique francophone devaient faire, c'est de tout faire pour qu'il n'y ait plus des élections entre guillemets démocratiques qui sont organisées dans nos pays, parce qu'en fait, on utilise beaucoup d'énergie pour rien. Il faut tout faire pour que ces élections ne soient pas organisées. On va encore revenir là-dessus pour que vous donniez quand même des solutions, pour que vous proposiez des solutions aux peuples africains qui nous suivent sur le 3xW canalk.ch et sur Radio à Volonté. On va relancer également professeur David Dosset, qui est le premier porte-parole du mouvement citoyen, Front citoyen Togo debout. Alors professeur David Dosset, je sais que vous allez faire le même constat que docteur Jean-Aimé Moketou. Vous le savez, le Togo, le Gabon, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Conakry, même le Niger, le Ghana. Oui, on assiste toujours à des crises pré- et post-électorales. Comment régler ce problème majeur selon vous? Alors, Amos, je crois que la solution passera par les peuples d'Afrique. La mobilisation, elle est nécessaire. Mais l'expérience nous a démontré que même les grandes mobilisations seules ne suffisent pas. Au Togo, je pense que ce que nous avons connu en 2017 et en 2018, nous l'avons, en tout cas à ma connaissance, nous ne l'avons jamais vécu. Autant de personnes dans les rues, des centaines de milliers de personnes dans les rues, plusieurs jours de suite,
plusieurs mois de suite. Je pense que les Guinéens ont eu la même expérience et on aurait pu penser que, je crois que c'est ce que M. Ba nous avait dit, que des démocrates au pouvoir, voyant autant de leurs habitants dans les rues pour contester leur pouvoir, décideraient par eux-mêmes de rendre le tablier. On s'est rendu compte que ce ne sont pas des patriotes, ce sont des personnes qui sont là uniquement pour conserver leur pouvoir, pour leur intérêt propre. Et donc, au-delà de cette mobilisation qui est quand même nécessaire, quelle que soit la stratégie qu'on mettra en place, il faudra à un moment donné faire appel à ce peuple qui veut le changement, il doit de nouveau se mobiliser et le démontrer. Mais il faut derrière une autre organisation. D'accord, je vais vous relancer sur ça. D'abord, avant ça, je vais voir ce que pense également Dr Jean-Aimé Mokoutou. Mais Dr Johannes Bavon, restez toujours avec nous. On ne vous a pas oublié, tout comme Kwasi Clousser. On va quand même entamer le débat également sur le Togo, sur la crise sociopolitique au Togo. Mais Dr Jean-Aimé Mokoutou, comment les peuples africains doivent relancer le combat de libération en 2020 lorsque plusieurs chefs d'État africains ont verrouillé pratiquement tout le système et imposent des élections à leurs opposants et à leur peuple. Et le boycott des élections en Afrique profite plutôt aux dictateurs, mais en même temps, ces élections n'ont pas de sens aux yeux des peuples africains qui ont perdu toute voix dans le choix de leur dirigeant, Dr Jean-Aimé Mokoutou. La question que vous êtes en train de poser, M. Sylvain Amos, elle est difficile à répondre parce qu'en fait, Pourquoi difficile? Vous savez, elle est difficile parce qu'en fait, les peuples africains, moi je préfère parler de l'Afrique subsaharienne francophone, ces peuples, que vous alliez par exemple je ne sais pas, donnez-moi le village d'un nom togolais, reculé de Lomé, donnez-moi un nom d'un village togolais. Professeur David Dosset, donnez-lui un nom, vous qui êtes à Lomé au Togo. Oui, je peux proposer, il y en a beaucoup à Fagnan, je pense que c'est facile à... Prenons ce village. Prenons ce village. Si vous allez dans ce village, vous organisez une élection présidentielle aujourd'hui, les populations de ce village savent exactement ce qu'on entend par une démocratie, une élection législative, présidentielle, sénatoriale. Les gens savent exactement c'est quoi la démocratie. Mais les peuples africains, l'Afrique subsaharienne francophone, si vous voulez, sont pris en otage par pas seulement ce qu'on appelle les dirigeants, des dictateurs africains, mais par un réseau à l'échelle du monde. Des réseaux mafieux à l'échelle du monde. Ces réseaux ne veulent pas que l'Afrique francophone se démocratise. Vous voyez, un pays comme le Togo se démocratise, un pays comme le Gabon se démocratise. Si vous allez par exemple au Gabon, vous voyez par exemple, vous avez suivi les vues à la nation, on vous dit que c'est M. Ali Bongo Ondimba qui parle, mais c'est pas lui qui dirige le Gabon. Le Gabon est dirigé par des gens qui reviennent de l'extérieur. Ce ne sont pas des Gabonais qui sont en présidence de la République gabonaise. Ce sont des réseaux qui, vous voyez, qui sont à l'extérieur, qui sont dans le monde arabe, qui sont, si vous voulez donc en Occident, qui sont en Afrique de l'Ouest, qui sont un peu partout. Vous voyez donc tous ces réseaux mafieux, ce sont ces réseaux mafieux qui créent des désordres en Afrique francophone. Et vous allez au Togo. Prenez le cas du Togo. Mais la famille Eyadema est là, au pouvoir. Ne pensez pas que c'est juste cette famille qui impose sa loi au peuple togolais. Mais c'est tout un réseau. Donc, pour combattre ces réseaux-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que les peuples se parlent. Vous savez, quand les Européens, par exemple, ont décapité, vous me permettez l'expression, il ne faut pas avoir honte de le dire, la France a décapité son roi pour qu'elle soit respectée aujourd'hui. Vous avez vu, les peuples européens se sont associés pour combattre les monarchies. Mais pourquoi les peuples francophones? Vous voyez, pendant que les Togolais sont en train de se battre, les Burkinabés, pourquoi ils ne descendent pas au Togo? Vous avez la libre circulation. Il faut que les Burkinabés descendent, renforcer le peuple togolais. Il faut que les Sénégalais, là où la démocratie est plus ou moins vivante, descendent au Togo. Il faut que même ceux qui sont dans les pays francophones, anglophones, pardon, comme le Ghana, descendent soutenir le Togo. Tant que les peuples de l'Afrique vont pas se retrouver pour débattre, si vous voulez, donc, de cette problématique d'élection
présidentielles, législatives et les autres qui ne sont pas respectées dans notre pays, dans nos pays, nous allons faire du surplace. Vous auriez les Alpha Condé, vous auriez la famille Yadima qui seront toujours là. D'accord. Avant de vous donner encore la parole pour conclure ce débat, la toute première, dans la toute première émission de cette année 2020, et nous allons relancer Johannes Bavon. Comment les peuples africains doivent relancer leur combat de libération en 2021? La même question, je pose la même question. Lorsque plusieurs chefs d'État africains ont verrouillé pratiquement tout leur système électoral et imposent des élections à leur opposition et à leur peuple, le boycott des élections profite plutôt aux dictateurs et en même temps, ces élections n'ont pas de sens aux yeux des peuples africains qui ont perdu toute voix dans le choix de leurs dirigeants. Johannes Bavon. Ouais, mon frère Amos, je dirais que vous venez de poser une question très pertinente parce que c'est le nœud du problème que nous avons dans la lutte pour la démocratisation de notre pays. Et d'ailleurs, c'est la même problématique dans les autres pays en lutte. Bon, il faut tout d'abord remarquer que là où nous sommes aujourd'hui, nous avons une opposition qui est profondément fatiguée dans toute l'Afrique parce qu'elles ont presque la même image. Donc, elles sont très fatiguées. Mais docteur Bavon, si nous incriminons à chaque fois l'opposition, est-ce que l'opposition africaine a vraiment les moyens? Écoutez, le problème, nous pensons toujours que les moyens dont nous allons parler, c'est les moyens financiers. Non. Le premier moyen d'une opposition, c'est l'intelligence organisationnelle. Il faut s'organiser. Et secondo, cette organisation va produire une résultante qui est la mobilisation du peuple. Mais c'est ce à quoi nous sommes incapables aujourd'hui. Mais si nous arrivons à nous organiser, nous aurons quand même les moyens financiers. Ça, c'est très simple. Mais ce que je voulais dire, c'est que nos oppositions en Afrique, se sentant au jour le jour, affaiblies par les régimes de chaque pays, on constate que nos oppositions fuient le chemin de la résistance réelle et se réfugient dans la parenthèse électorale, et ce qui ne pourra pas libérer nos peuples. Nous venons d'entendre M. Jean-Aimé du Gabon tout à l'heure qui a fait une analyse très pertinente parce que c'est ça la réalité aujourd'hui. Nous avons un contrôle à l'échelle mondiale, une mafia qui contrôle les ressources et la vie politique africaine. Qu'est-ce que nous devons faire? Dans la situation comme celle-ci, la première chose à penser, c'est de se libérer des frontières mentalement. Le fait de penser que le Ghana est différent du Togo, le Togo est différent du Bénin, le Bénin est encore différent du Burkina Faso, ça constitue une forme d'aliénation dans la lutte. Il faut que les Africains comprennent que la peau noire, c'est la peau noire et il n'y a pas de frontières dans cette lutte. Exactement, vous avez parfaitement raison. Allez-y. Secondo, il faut que l'Africain sache aujourd'hui que nous ne pourrons pas parler d'élection, quelle que soit sa présentation, sans une libération réelle des régimes oppressionnaires. Et comment y arriver? Comment y arriver? Voilà, j'y viens. Donc, pour y arriver, nous devons savoir qu'il doit y avoir un soulèvement résistant et non une manifestation gigantesque. Nous avons cité tout à l'heure le cas du Togo en 2017-2018 et le cas de la Guinée. Mais vous avez vu, nous avons notre exemple parfait au Mali, où les Maliens se sont soulevés, mais ils se sont soulevés pas pour titiller la queue du dragon, mais pour se battre contre le dragon jusqu'à lui enlever la tête. Et c'est ce que les Maliens ont fait. Si les Africains doivent être libérés, c'est ce que nous devons tous faire, en s'unissant en tant qu'un seul peuple, et puis en faisant une résistance foudroyante, sans merci. D'accord. Mais n'eût été cela, notre avenir est en danger parce que la mafia dont nous parlons, les oppresseurs exogènes dont nous parlons, ils ont un objectif, un agenda.
celui de prendre en otage l'Afrique et de faire de l'Afrique leur terre, de faire de la culture africaine leur culture et de faire de la richesse de l'Afrique la garantie pour l'avenir de leurs enfants. Alors nous devons nous battre.